Bonjour tout le monde et bienvenue dans ces live perspectives, gérer les tensions et les conflits sans s'épuiser émotionnellement. Si vous êtes connecté en direct, vous pouvez me mettre un petit message, surtout pour me dire que vous me voyez et vous m'entendez bien. Une thématique qui a suscité beaucoup d'intérêt et c'est pas une surprise parce qu'elle touche véritablement à l'intelligence relationnelle et à l'intelligence émotionnelle. Donc, on va y travailler aujourd'hui. Comme d'habitude, un message reçu, un partage, soit d'un de mes clients, soit de quelqu'un qui est j'ai au téléphone parce qu'il est intéressé par un accompagnement, soit un lecteur ou une lectrice qui me partage une problématique, une difficulté, un enjeu et qu'on décortique ensemble pour vous donner une nouvelle perspective. Donc, je n'aime pas les tensions, mais à mon poste, elles sont inévitables. J'essaye toujours d'anticiper, de désamorcer les conflits avant qu'ils ne dégénèrent. C'est le partage d'un cadre dirigeante qui gère une équipe d'environ une vingtaine de personnes. Récemment, je dû annoncer une décision difficile, la réorganisation d'une partie de mon équipe pour améliorer la performance. Je savais que ça allait impacter certaines personnes, mais je ne m'attendais pas à autant de résistance. Lors de la réunion, un collaborateur s'est emporté devant tout le monde. J'ai gardé mon calme et justifié la décision avec des arguments factuels, mais en sortant, j'avais une boule au ventre. Toute la soirée, je repassais la scène en boucle. Alors, ce type de situation est très habituel parce qu'en réalité, quand on vit ce type de situation, déjà, c'est qu'une partie de nous, on n'a pas envie de la vivre. Si je décortique le message reçu, on peut voir qu'il y a déjà énormément d'énergie qui est utilisée en amont pour anticiper et désamorcer les potentiels conflits. C'est-à-dire que cette personne, elle va passer pas mal de temps déjà à essayer d'arrondir les angles pour que les choses passent bien, pour que ça soit fluide. Probablement, elle prend sur elle déjà pas mal. Donc, quand la tension arrive, quand le conflit arrive, on est un peu démuni parce qu'on a déjà tellement donné qu'on n'a plus envie de donner. OK? Donc, est-ce que ça veut dire qu'on devrait être en conflit tout le temps? Non. Mais le fait que les conflits arrivent est utile. Ça peut être utile. Et donc, du coup, en fait, quand on ne rentre pas en conflit à l'extérieur, on va rentrer en conflit à l'intérieur. OK? Si une situation mérite de conflit ou de la tension, si on ne peut pas la sortir de notre système et la discuter, on va l'intérioriser et donc rentrer en conflit avec nous-mêmes. Hein? Et ça, c'est super important que vous le reteniez. Après, dans la manière de laquelle on a construit la société, on a une perception de conflit comme quelque chose de négatif. Les conflits est perçu comme quelque chose de pas bien. Les conflits est perçu comme quelque chose qui apporte plus d'inconvénients que de bénéfices. Attention, là, je parle d'un conflit relationnel entre une ou quelques personnes. Je ne parle pas du tout d'un conflit géopolitique qui pourrait avoir des conséquences massives. Donc, je ne m'engagerai pas sur le partage que je vous fais de perspectives par rapport à cette magnitude. Là, je parle d'une organisation, une équipe, une business unit, etc. Le fait de percevoir le conflit comme quelque chose de négatif fait qu'on est clivé, hein, c'est-à-dire à niveau de notre flexibilité relationnelle et émotionnelle, on va être clivé sur le fait qu'il vaut mieux ne pas être en conflit. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de tension. Il vaut mieux le régler, le désamorcer, l'anticiper, parce que sinon, il y a quelque chose de mal, de grave, de négatif, de difficile qui va se passer. OK? Donc, du coup, déjà, la première chose que si on peut changer de perspective aujourd'hui par rapport à cette thématique va être extrêmement utile pour vous, c'est que le conflit, il a un lot de bénéfices. Le conflit est l'opposé de l'harmonie.
OK? Si je fais dans ma définition, il y a la tension et il y a l'harmonie ou la douceur, ou je ne sais pas, sont deux opposés qui nécessitent de coexister. OK? Donc, ces deux opposés, ils nécessitent de coexister. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une préférence pour les conflits. Ça veut dire que si le conflit arrive, on se doit, pour être en meilleure santé le plus longtemps possible et garder notre énergie, on se doit de savoir le gérer. On se doit d'être capable d'accueillir le conflit et pour cela, il faut véritablement sortir de ce clivage qui est le conflit n'est pas bon. Okay? Donc, dans cette situation-là, par rapport au cas concret qui m'a été partagé, si j'explorais avec la personne, ça serait quels sont les bénéfices pour toi et pour ton équipe que ça se soit passé, comment ça s'est passé. C'est-à-dire que quelqu'un s'emporte, qui sait, je ne sais pas s'il s'est levé ou pas, mais qui dit je ne suis pas d'accord, etc., c'est inadmissible, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. En quoi c'est un bénéfice pour les autres et pour toi que ça se passe, que cette personne s'élève et dise ce qu'elle pense. Et généralement, quand je pose cette question en coaching, les gens me disent ben, il n'en a pas. Parce que tout le monde s'est tendu, parce qu'il a fallu rattraper la situation, parce que ça a créé beaucoup après des ragots dans les couloirs, donc rien de positif. Or, vous voyez, si on reste clivé dans le fait que c'est pas, qu'il n'a pas de positif, bah, ça nous empêche de devenir flexible et potentiellement l'accueillir. Okay? Donc, dans les bénéfices qu'on pourrait avoir à que quelqu'un s'exprime, c'est déjà ouvrir la parole sur une thématique qui potentiellement était restée sous le tapis. C'est potentiellement autoriser aux autres personnes à avoir des émotions. Parce qu'on est des êtres humains, ok, avec un cerveau, mais on est aussi des êtres humains avec des émotions. Et les émotions, pendant très très longtemps, ils ont été clairement interdites, d'ailleurs dans les sphères privées que professionnelles, et puis de plus en plus dans les sphères privées, ils ont commencé à pouvoir s'exprimer. Et maintenant, on voit l'arrivée, depuis quelques années à peine, de cette logique de pouvoir accueillir un peu plus les émotions, pouvoir accueillir les espaces de vulnérabilité, de nous rappeler qu'on n'est pas des machines, de nous rappeler qu'il y a aussi une intelligence émotionnelle qui peut nous guider. Donc, dans ces cadres-là, le fait qu'une personne soit capable de dire ce qu'elle pense et de le faire d'une manière peut-être un peu brute, bah, ça donne aussi une autorisation aux autres à se dire, OK, bah, si un jour je vais besoin de dire quelque chose, je peux le dire. Et je peux le dire même si des fois ça sort un peu maladroitement. OK? Pour la personne qui donne l'annonce, c'est aussi une possibilité pour voir que malgré sa préparation, bah, les choses ne vont pas se passer forcément comme on veut. Ça nous donne la possibilité de dire, OK, je vais donner une annonce, mais je ne sais pas du tout, je ne peux pas contrôler ce qui va se passer. Et donc, du coup, être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus ouvert à observer ce qui est en train de se passer, comment les gens réagissent. OK? Donc, ça, c'est essentiel. Venir voir le bénéfice pour la personne, peut-être cette personne qui n'aime pas le conflit, le fait que quelqu'un se soulève, entre guillemets, et qui crée ce conflit, bah, l'oblige à aller le vivre, ce conflit, l'oblige à s'exposer à cette expérience-là pour grandir, pour pouvoir mieux la maîtriser la prochaine fois, pour pouvoir mieux l'accueillir la prochaine fois. Okay? Donc, du coup, la première partie, ça va être de quelle est la signification qu'on donne. Okay? La signification qu'on donne au conflit, déjà, si vous arrivez à changer cette perspective, c'est pas forcément négatif, ça peut être aussi très bénéfique, ça ouvre la parole, ça permet de se dire les choses, ça permet de créer des abcès. Ça, on peut déjà accueillir une partie de positif qui viendrait donc créer cette flexibilité de vision. Maintenant, le bénéfice qui se cache derrière est une deuxième partie qui va vous permettre de l'accepter
pleinement. Par exemple, quand on a des enfants, pour ceux qui sont parents, hein, s'il a certains, on va être très clair sur le fait que si notre enfant il nous demande de manger des bonbons à 18h30 avant le repas, bah, la réponse ça sera non. Et on sait que ça va créer un conflit. Petit, si vous voulez, ça va créer une tension parce que l'enfant, elle va vouloir défendre sa posture. Et on est préparé à accueillir cette rébellion, cette tension, cet non-accord, parce qu'intérieurement, on sait que c'est bon pour lui de ne pas manger de bonbons. Et donc, quand vous livrez une, une information comme on va devoir restructurer l'équipe, c'est important que vous, comme leader, vous ayez fait le travail en amont de en quoi cette réorganisation est bonne pour l'équipe. Elle va être challengeante, elle va être difficile, elle va être dure et on va revenir à cette partie-là. Mais en quoi elle est bonne pour l'équipe? En quoi ça va permettre à l'équipe d'avancer? En quoi des fois même dire à quelqu'un qu'il n'est pas au bon endroit, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour lui, pour sa carrière, pour son épanouissement. Donc votre job, c'est d'être capable de vous asseoir avec vous-même et d'y trouver véritablement un sens, d'y retrouver véritablement une cohérence et en quoi c'est positif, en quoi ça peut être porteur, en quoi ça peut être bénéfique. Ça ne veut pas dire que ça va être tout rose et tout bon et tout parfait, hein? Loin de là. Mais si vous savez à l'intérieur de vous une intime conviction que cette restructuration, il va avoir une partie positive, bénéfique pour l'équipe, ça leur permet de mieux monter en compétences ou de potentiellement se répatrier dans des endroits où ils seront plus pertinents, où ça va vous faire repenser la manière dans laquelle vous collaborez pour mettre en place finalement des outils qui vont vous faire mieux travailler. Là, vous allez avoir déjà un crash. Cet ancrage, il est nécessaire parce que si vous ne croyez pas ce que vous dites, si vous n'êtes pas solide, bah, l'autre, il est sans, et dès qu'il nous renvoie un désaccord, bah, on devient tout mou, ok? Parce que ça nous fait douter. Ça nous fait douter sur le fait, est-ce que ce que je dis était bon? Est-ce que ce que je dis a des sens? Est-ce que quand on dit à un enfant, non, tu ne manges pas le bonbon à 18h, on est certain. On est certain que c'est pas bon pour leur santé, on est certain, il a une certaine certitude. Genre, est-ce que la science le prouve? Oui, plus ou moins. Est-ce qu'on est sûr que ça se passera mal s'il mange un bonbon? Non. Mais on a une conviction interne. OK? Donc là, vraiment, c'est de venir comprendre que le désaccord, c'est pas du désamour. Bien au contraire. Des fois, rentrer en désaccord, c'est d'accepter de mieux communiquer. C'est d'accepter de dire sa vérité, c'est d'accepter de révéler un peu son unicité et de défendre un peu son territoire. Donc, quand quelqu'un dit non, quand quelqu'un dit je ne suis pas d'accord, quand quelqu'un il pète les plombs, derrière, il y a une expression de soi qui peut être reconnue, qui peut être presque applaudie, parce que c'est aussi une manière de dire je ne veux pas laisser ce qui est important pour moi se piétiner. Et encore une fois, c'est chaque personne a une vision de monde qui est différente. OK? Pour cette personne, la restructuration, OK, elle va être complexe, mais elle va se faire. Pour celui qui entend l'information, peut-être son reptilien, il va dire, mais attends, la restructuration, ça veut dire que je perds mon job et je suis en garde alternée et j'ai 3 enfants et comment est-ce que je veux faire? Et je ne veux pas pouvoir le nourrir, et d'un coup, je ne suis pas d'accord, et d'un coup, je te saute à la gueule parce que j'ai trop peur. Donc, c'est la même situation, mais comme chacun la vit, ça dépend forcément de son histoire, ça dépend de son vécu, ça dépend de son contexte. Donc, ne partez jamais de principe que c'est simple, que c'est facile, que c'est structuré et que vous allez avoir les bons mots pour que ça convienne à tout le monde. Partez surtout de principe que chaque être est un monde et que s'il y a des réactions, votre job, c'est de savoir les entendre, les accueillir
et de creuser pour permettre à la personne de mieux les vivre si possible. OK? Donc déjà là, on a vraiment cette notion de être en désaccord, c'est pas être en désamour et oui, je parle d'amour dans les organisations parce qu'il y a une certaine logique de moi, je pense que les meilleurs managers, ce sont ceux qui aiment leurs équipes. Honnêtement, les meilleurs leaders, c'est ceux qui aiment les gens avec qui ils bossent. C'est pas une relation amoureuse, c'est de l'amour pour l'être humain, de cette envie de le voir grandir, cette envie de le voir croître, cette envie de lui et le souhait de se développer. Okay? Donc oui, je veux parler d'amour pour des choses très professionnelles, parce que pour moi, c'est venir en fait dissocier cette logique de même si je te recadre, je peux t'aimer. Même si je te recadre, je t'apprécie, j'ai envie de te faire grandir. Et c'est d'ailleurs ce recadrage qui permet que je te fasse grandir. Tu vas être peut-être en désaccord avec ça et c'est OK. Donc ça, c'est important. Après, j'entends déjà certains, oui, mais quid de mettre les formes? On ne peut pas s'élever, jeter des choses par terre. Ben oui, on ne peut pas. On va dire que le milieu professionnel, on aimerait bien que tout le monde ait un niveau d'intelligence émotionnelle de 7 sur 10. Or, ce n'est absolument pas le cas. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne sont pas éduqués dans cette intelligence. Les gens qui réagissent d'une manière un peu plus expressive, ou violente, on pourrait utiliser ce terme, agressive, c'est parce qu'ils sont que cette manière-là pour le faire. Okay? Ils ont appris que cette manière-là donnait des résultats, donc ils continuent à l'utiliser. Si cette manière-là, il ne vous convient pas, vous pouvez le dire. Dire cette manière-là, elle ne me convient pas à moi pour telle raison. Mais n'attendez pas que l'autre change. Parce qu'en fait, certaines personnes ne sont pas capables tout simplement de changer. Hein? Ils se sentent attaqués, ils réagissent. Ils sentent qu'il est en danger, ils réagissent. Donc, pour moi, c'est sûr que si on mettait tous des formes, ça serait peut-être plus agréable. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver? Probablement pas. Sauf si tout le monde était accompagné pour développer cette intelligence émotionnelle, réduire les tensions. Donc, soyez plutôt préparés à qu'il y aura des gens qui vont réagir, qui vont peut-être réagir d'une manière dont vous n'êtes pas à l'aise. Et donc, c'est vous qui devenez flexible à accueillir cette manière. Et quand je dis pas à l'aise, c'est parce que généralement, on va penser que c'est les gens qui crient qui sont ceux qui créent le plus de tension. Mais quelques personnes qui pleurent, par exemple, quand ils ont beaucoup d'émotions, ils vont pleurer, bah ça peut désamorcer aussi quelqu'un en face parce qu'il ne sait pas gérer. Il ne sait pas gérer quand on pleure. Par exemple, mon mari, lui, ça le agace énormément quand moi je pleure parce que c'est une émotion avec laquelle lui, il n'est pas à l'aise. Par contre, monter en ton, pour lui, ça pose aucun problème. D'ailleurs, pour moi non plus. Mais dans l'absolu, en fait, on va être plus clivé, plus enclin à accepter un certain comportement qu'un autre. Donc, l'objectif, c'est que vous devenez flexible pour accepter celui qui crie, celui qui pleure, celui qui se tait aussi. Hein? Celui qui reste en figement et qui dit rien, ça ne veut pas dire qu'il ressent rien. Ça veut juste dire qu'il n'a pas exprimé. Pourtant, l'attention, elle peut être latente. Okay? Donc déjà, c'est revenir à cette logique de votre jeu, ça va être de cerner la personne qui est en face, cerner comment cette personne il va venir communiquer, venir réagir et sortir du jugement. C'est pas parce qu'elle a crié que c'est une personne qui peut pas se contrôler. C'est pas parce qu'elle s'est importée dans cette réunion que vous avez fait quelque chose de mal. Ne donnez pas de signification forcément. Si cette personne-là, ces jours-là, il s'est importé, est-ce que ça veut dire que c'est une hystérique? Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser? Absolument pas. Ça veut dire que ces jours-là, elle ne sait pas, elle n'a pas mis les formes. C'est tout. Ces jours-là, elle était potentiellement dépassée. Ces jours-là, elle avait peut-être. Et donc, c'est venir aussi calibrer cette logique de finalement, qu'est-ce que je pense de la personne ou qu'est-ce que je pense de moi quand je crée cette tension, quand je crée ce conflit. OK? Je me restitue dans le partage. S'il y a des questions, vous pouvez me le mettre dans le chat, comme ça je les répondrai en même temps. Si je reprends le
partage, il y a une notion qui est très intéressante, c'est j'ai justifié la décision avec des arguments factuels. Quelqu'un s'est importé et j'ai justifié la décision avec des éléments factuels. Quand quelqu'un s'importe, il est dans l'émotionnel. Il n'est pas dans le mental. Donner des arguments factuels à ces moments-là ne sert pas à grand-chose. Pourquoi? Parce que l'argument factuel ne va pas être entendu. Donc, vous pouvez donner des arguments factuels pour vous. Très bien, j'entends que ça t'agace. Cela dit, argument factuel, argument factuel, argument factuel. Mais n'espérez pas que la personne, d'un coup, il descend et dise « Ah oui, tu as raison, merci beaucoup de m'avoir expliqué ». Ce serait très, très rare parce qu'elle n'est pas dans la raison. Okay? On ne peut pas gérer l'émotion avec du mental. On ne gère pas l'émotion avec du factuel. Le factuel permet de prendre un peu de recul pour redescendre avec les taux et potentiellement réévaluer la réaction émotionnelle qu'on a eue. Donc, quand quelqu'un s'emporte, la première chose, c'est d'accueillir l'émotion. Hein? Et quand je parle d'emporter, c'est le silence. Hein? Si tout le monde c'était une espèce de silence plombant, quelqu'un qui crie, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui dépasse les limites qui sont acceptables pour vous, c'est d'accueillir cette émotion. Ok, j'entends, je vois que ça te touche beaucoup. Est-ce que toi, on va en parler un peu de ça? Est-ce que tu veux qu'on discute? Je vois que c'est un point sur lequel il faudra peut-être qu'on y prenne plus de temps. J'entends, je vois, c'est OK. Quand la personne s'emporte, à lui dire, bon, OK, tu sais quoi, calme-toi, assis-toi, basta. C'est comme si on prenait un enfant qui est en train de faire une crise et on lui disait, attends, réfléchis, tu ne peux pas faire cette crise-là. Vous allez me dire, oui, mais on n'est pas des enfants, on est des adultes, on devrait savoir se maîtriser. Oui et non. Parce qu'on a tous, à l'intérieur de nous, même en étant adultes, des parties de nous qui sont restées un peu clivées et qui se réveillent et qui se réactivent en fonction de situation. OK? Donc, oui, on est des adultes et notre objectif, c'est d'avoir des conversations d'adulte à adulte et d'avoir une certaine stabilité émotionnelle et une capacité relationnelle pour pouvoir faire face. La réalité, c'est qu'on a tous des points sensibles qui réveillent ces parties de nous qui ont encore besoin de grandir un peu, de gagner en maturité. Donc, partez plutôt de principe qu'on a tous ces espaces-là, des réactions, et que ça ne fait pas de nous ni des mauvais professionnels, ni des adultes qui n'ont pas grandi, ni de rien de tout. Ça fait de nous, potentiellement, des personnes qui ont encore des difficultés et donc, du coup, des expériences potentiellement non digérées passées qui viennent nous toucher. Okay? Ce que j'appelle les mémoires émotionnelles du corps. Les mémoires émotionnelles, c'est une expérience passée qui a été difficile, qui n'a pas été suffisamment intégrée et qui, donc, du coup, il se réveille d'une manière régulière ou sporadique en fonction de situations qu'on vient en face. Donc, quand vous êtes dans une situation dans laquelle vous risquez d'avoir quelqu'un avec l'émotion en face, la meilleure manière de accueillir le conflit, c'est de laisser partir la personne dans l'émotion. Il peut y avoir un autre qui va s'importer, il peut y avoir un autre qui va s'importer. Votre jeu, c'est d'observer ça et de dire, OK, ce n'est pas, encore une fois, je reprends les différents points qu'on a déjà vus, ce n'est pas négatif en soi que cette situation se passe. Deuxièmement, il y a un bénéfice à que tout soit parlé, à que ça soit dit. Je ne donne pas une signification, ça ne veut pas dire que parce qu'on est en train d'avoir ce conflit-là maintenant, que demain on ne pourra plus jamais se reparler. Et je viens travailler sur j'accueille l'émotion. OK, je sens que là, on a vraiment touché à quelque chose d'important. Donc, prenons le temps de discuter comme équipe. Je voudrais bien recueillir différents points. Comment vous vous sentez par rapport à ça, chacun d'entre vous?
Quel est votre point de vue? Quelles sont vos idées? Quelle est nanana, etc., etc. Et puis, si c'est pas l'autre qui est dans l'émotion, mais que vous êtes dans l'émotion, parce qu'annoncer une restructuration, pour l'avoir vécu, pour l'avoir accompagné de moult fois avec mes clients, ce n'est pas quelque chose de facile. Ok, ce n'est pas quelque chose de facile. À l'intérieur de nous, on sait que ça peut venir impacter et donc forcément, on a des émotions. Donc, une clé aussi, c'est d'accepter et accueillir que nous aussi, on peut être dans l'émotion. Et donc, initier cette conversation, pas en se disant, OK, il va y avoir de friction quand je vais dire ça, mais je vais tenir mon cap, qui est un peu le cas de cette cadre dirigeante. J'en sais ça, mais je vais me tenir de factuel et je vais essayer de faire passer le message et de les faire adhérer. C'est d'accueillir déjà ce qu'elle vit et de dire sa vérité en premier. Dire sa vérité en premier, c'est être capable de se mouiller. OK? C'est pas facile, mais c'est extrêmement apprécié. Pourquoi? Parce que c'est accéder à cet espace de vulnérabilité dans lequel on redevient humain avant tout. On redevient humain avant de faire des calculs factuels, des chiffrages et d'explications. On a cette émotion qui nous habite. Donc, on peut commencer, on aurait pu commencer cette réunion en disant, j'ai quelque chose à vous dire, je suis très touchée et donc, amenez. Je pourrais dire, j'aimerais que cela soit autrement, mais c'est ainsi et je n'y peux rien et moi aussi, je n'en souffre. Ou moi aussi, je n'ai encore des points d'interrogation. Je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui. J'aimerais avoir toutes les réponses pour vous, mais je ne les sais pas aujourd'hui. On peut aussi, quand on a une demande difficile à faire à quelqu'un, d'avouer déjà que la demande est difficile, que la demande est chiante, que la demande est complexe. Donc, je sais que ce que je veux vous dire est pénible. Je sais que c'est difficile et je comprendrai que vous n'ayez pas envie, je comprendrai que vous soyez en rébellion, je comprendrai que ça vous agace. Et je pourrais même comprendre que quelqu'un s'emporte. Et là, vous crevez tout de suite l'abcès. C'est-à-dire que si quelqu'un s'emporte, ce n'est plus un problème parce que j'ai déjà anticipé. Je suis OK avec le fait que quelqu'un s'emporte. Je suis OK avec le fait que quelqu'un pleure parce que moi aussi, je suis un être humain et moi aussi, j'ai des émotions. Et c'est là où on reste dans l'empathie, mais on n'est pas dans le contagion émotionnel. Parce qu'on n'est pas en train de nier l'émotion. On est en train de l'accueillir des deux parties. OK? Donc ça, c'est hyper intéressant de venir l'expérimenter. Ne me croyez pas sur parole. Ce que je vous dis, c'est expérimentez-le. Expérimentez-le. Quand vous ressentez cette émotion, dites votre vérité d'abord. Ça, c'est un principe qui vient de l'élément humain de Will Schutz. Dire sa vérité, c'est véritablement les leviers qui désamorcent le plus les tensions, parce qu'on redevient dans quelque chose qu'on peut soutenir, parce que c'est vrai à l'intérieur. Okay? Dire sa vérité, je ne dis pas que ce soit facile, hein? C'est un travail. Développer cette flexibilité relationnelle, émotionnelle, c'est un travail. Dévoiler qu'on n'est pas costaud et puissant et qui rien nous touche, c'est pas facile pour tout le monde. Et en même temps, c'est ça aussi qui va permettre à votre interlocuteur, à votre équipe, à vos investisseurs, de faire un pas envers vous. Et vous, de ne pas perdre, en fait, en humanité, de ne pas perdre l'empathie malgré la situation complexe que vous êtes en train de vivre, okay? Malgré la tension qui est inévitable et qui va se créer. Et puis, c'est véritablement garder les liens avec la personne. C'est pas parce qu'elle s'est emportée, il a claqué la porte que maintenant vous ne parlez plus. Hein, ça arrive beaucoup. Il m'a mal parlé en réunion, donc maintenant c'est moi qui lui tourne la tête. Il m'a dit un truc, donc maintenant je ne veux plus lui parler et je lui fais un peu la gueule. Si je reprends l'exemple d'un couple, c'est un peu comme là, on s'est engueulé, mais donc du coup, maintenant, pour le punir, je ne veux pas lui parler, je ne veux pas lui dire bonne nuit pendant 3 jours. Est-ce que vous gagnez quelque chose? Non.
vous vous perdez en énergie, vous vous dépensez de l'énergie pour vous tenir dans une posture de fierté. Et on le fait tous, hein, moi la première. Donc l'objectif, c'est de se relier à nouveau, d'être capable d'aller voir la personne et lui dire: «Je veux juste que tu saches que, bah, même si tout importait, c'était OK. C'était OK. Si tu veux qu'on en discute, moi j'aimerais bien qu'on en discute. Je pense que c'est un sujet, je je trouve que ça t'a touché et donc j'aimerais bien comprendre comment est-ce que je peux t'aider, comment est-ce que je peux t'accompagner, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne?» Et le faire véritablement avec toute l'équipe. Lors de la prochaine réunion d'équipe, c'est-à-dire la dernière fois, on a vu quelqu'un se lever et exprimer son opinion et je te remercie, Julien, de l'avoir fait, ou Pierre, ou Nathalie, ou peu importe, parce que ça nous permet de s'y voir qu'il y a de l'émotion, qu'on est des êtres humains, ça nous ramène à cet espace-là. Du coup, je vous encourage véritablement à venir le faire. Et je veux m'encourager moi aussi à le faire. C'est une démarche qui est constructive, qui permet en fait de se dire les choses. Et le plus les gens ils ont cette liberté, cette climat de confiance, cette possibilité à dire les choses, ben les moins ils sauront à les dire d'une manière en mode cocotte minute, ça fait 10 mois que je garde ça, donc quand ça sort, ça, ça t'explose dans la figure. Ça crée un espace de OK, je peux venir, je peux partager, je peux dire que je suis pas d'accord, je peux dire que je suis d'accord, etc. Donc ça crée une intelligence collective. Si vous vous ramenez à tous ces bénéfices-là, vous allez voir que finalement, les conflits, la tension est une étape nécessaire de fois pour aboutir à une vraie collaboration, une vraie cohésion, une vraie discussion de fond qui va permettre de poser les jalons dans le futur pour une meilleure collaboration, une meilleure performance, une meilleure tout ce que vous voulez. Ok, ce que je vous partage dans un côté très pro, hein, vous pouvez exactement le repositionner dans votre couple, dans votre relation avec vos enfants ou avec vos voisins, ça marche. Cet objectif, véritablement, de retrouver en soi cette autorisation de voir le conflit autrement. Et une fois que le conflit il est arrivé, le dernier élément que j'ai envie de vous partager pour que vous ayez une autre perspective, c'est de ne pas vous raconter une histoire derrière. C'est-à-dire que là, Julien, il s'est emporté, il a dit plein de choses, et l'histoire que cette femme s'est racontée derrière, c'était, bah, je n'ai pas su trouver les bons mots, ça veut dire que je suis pas véritablement dans l'empathie, je n'ai pas su les accueillir, et donc du coup, on commence à raconter tout un tas de choses qu'en réalité, bon, non, c'est rien. Donc en fait, c'est l'histoire en elle-même qui va vous épuiser, c'est l'effet de tourner en boucle cette histoire, comment j'aurais dû la faire, comment est-ce que j'aurais pu la faire, qu'est-ce qui aurait été intéressant de faire si j'avais pas fait ça. C'est ça qui vient beaucoup solliciter votre imaginaire, hein, pour créer tous les scénarios possibles, mais qui vient aussi vous tirer énormément d'énergie parce que vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de négatif, de pas bien, de pas bénéfique. Okay? Du moment où vous savez livrer l'information, la tension, le conflit s'est créé. Si on part sur cette idée qu'il y a des bénéfices, vous vous posez quels ont été les bénéfices de cette tension, quels sont les bénéfices pour Julien, quels sont les bénéfices pour Julie, Pierre, Antoine, Muriel qui était aussi présent, quels sont les bénéfices pour moi? Et vous creusez, vous creusez, vous creusez, vous creusez, vous creusez. Et quand vous n'avez plus envie de creuser, si votre corps n'est pas encore apaisé, vous creusez encore jusqu'à ce que vous voyez le bénéfice. Et vous allez voir qu'au moment où on voit un bénéfice réel, paf, ça bascule. Et ça crée de l'apaisement intérieur. Et on accepte beaucoup plus la situation, le fait que ça soit passé comme ça. Hein, donc vraiment chercher jusqu'à ce que le corps soit apaisé. Si vous suivez ces principes-là, si vous commencez à les intégrer, vous allez voir que ce qui va se passer, c'est que le jugement que vous pouvez mettre envers l'autre ou envers vous, il va diminuer. Et quand ce jugement il diminue, bah forcément, il a beaucoup plus d'énergie, il a beaucoup plus de présence, il y a beaucoup moins d'épuisement émotionnel. Hein, c'était l'objectif d'aujourd'hui, de voir comment est-ce qu'on peut gérer les tensions et les conflits sans forcément s'épuiser
émotionnellement. Ok, c'est un thème vaste. Je reviendrai dessus sur des autres angles connexes parce qu'en effet, c'est la relation à l'autre, c'est la capacité à dire sa vérité, cet espace d'affirmation de soi qui se révèle aussi. Mais gardez en tête vraiment cette logique que bah, tension-conflit n'est pas égal à désamour. Tension-conflit, il peut amener aussi du bénéfique pour vous, mais aussi pour les autres. Et en nageant cette perspective, je vous promets que la tension et le conflit ils vont vous prendre beaucoup moins d'émotions. Si ces sujets-là, vous savez creuser, vous savez déjà conscience, vous sentez que vous n'arrivez pas à le faire par vous-même et vous voulez être accompagné, envoyez-moi un message sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur Facebook. Ce live il est un peu dispatché par tous les réseaux. Envoyez-moi un message, on peut discuter, voir si c'est quelque chose sur lequel je peux vous accompagner. Si c'est le cas, ça sera avec grand plaisir. Et si vous connaissez quelqu'un pour qui ce live pourrait être utile, je vous demande simplement de le partager, de lui transmettre, de taguer la personne pour que ces partages, ils soient vraiment utilisés au plus grand nombre. Là, j'en vis véritablement ces lives, ces perspectives. Pour moi, si on peut faire accéder au maximum de monde, je pense que les organisations, tant professionnelles comme personnelles, évolueront d'une meilleure manière. Donc, je vous remercie pour les systèmes, mais aussi pour eux qui recevront ces informations. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous mardi prochain sur une nouvelle thématique pour une nouvelle perspective. À très bientôt.